Bienvenue à cet épisode de La Retenue, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre de la finance. Le premier courtier immobilier en retenue avec nous ce soir. Bien connu sur les réseaux sociaux, ses vidéos ont été visionnées par plus de 1,5 million d'abonnés. Elle est copropriétaire de Via Capital Expertise, investisseuse en immobilier et co-chef de son équipe de courtiers. Martine Demers vous partagera comment elle a bâti son succès et ses opinions sur le marché, l'entrepreneuriat et le courtage immobilier. Ne manquez pas une seconde. On se rejoint à La Retenue. Bonsoir, merci à un autre épisode. Merci d'être là, à un autre épisode de La Retenue. Comme vous voyez, je suis très enrhumé, probablement un symptôme de ma fille qui a 3 ans et de mon petit gars qui a 2 mois et demi. Donc, malheureusement, vous allez devoir m'entendre avec cette voix un peu enrhumée aujourd'hui. Mais, pour compenser, on a une invitée incroyable aujourd'hui, Martine Demers. Martine Demers, yes. Plusieurs titres, courtier immobilier, oui. Investisseuse au niveau immobilier. Aussi. Et copropriétaire ou actionnaire de Groupe Expert, non, de Via Capital Expert. Via Capital Expertise. Expertise, OK, exact. Encore mieux. Donc, merci d'être là. Merci à toi de l'invitation. Écoute, ça fait plaisir. On est très content de t'avoir. On peut se tutoyer. Ben, certain. Excellent. Donc, tu es la première, ou le premier, la première personne courtier immobilier qui se présente, qui est ici à l'émission. C'est tout un honneur. Écoute, c'est un honneur pour nous. Je suis content. On va parler des sujets qui sont chauds en ce moment. On va parler un peu de toi, de ta business, entrepreneuriat. Tu as un peu plus que 30 ans. J'ai nommé ton âge, désolé. 31 ans, c'est correct. Il n'y a pas de secret pour personne. Donc, c'est incroyable. Tu as quand même beaucoup de succès dans le domaine. Et puis, je suis sûr qu'il y a beaucoup de clients, beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont vouloir un peu écouter pour savoir pogner des petits trucs. Ouais. Donc, je suis excité de te poser des questions. La première question, c'est la question qu'on pose souvent aux invités. As-tu déjà été en retenue quand tu étais jeune? Ah. Hey, tu sais quoi? J'aimerais ça te compter un punch, être hot, mais pour vrai, je pense pas. Non, rien. Il n'y a rien qui me revient en tête par rapport à ça. Écoute, moi, j'étais une petite élève modèle, là. Non, je pense pas. Non, c'est zéro. Ben, écoute, c'est correct, c'est bien. Donc, c'est ta première fois en retenue en plus. Exact. Donc, une première atout. C'est parfait. Est-ce que tu as fait aux études, t'as-tu fait des études traditionnelles? T'étais-tu cégep, université? C'était quoi ton parcours? J'ai fini mon cégep. Ouais. Écoute, mais moi, je viens de la ville de Québec. Okay. À base, fait que j'ai fait mon primaire, secondaire à Québec. J'ai déménagé à Montréal pour faire le cégep. OK. Parce que je voulais aller à McGill, l'endroit. Puis, j'ai commencé l'université, j'ai haï ça à mourir. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai arrêté J'étais en sciences politiques à McGill, justement. Okay. Parce que j'avais pas été acceptée dans le droit. Fait que je me suis dit, garde, moi essayer sciences politiques, moi y aller après. Ben ouais. Mais j'ai fait 1 an complet. Okay. Après ça, j'ai détesté ça. Ah ouais? Oh, qu'est-ce que tu as bien aimé des études? Tu sais, j'aimais ça. L'école, j'ai jamais eu rien contre ça. Puis je pense que j'aime le monde, j'aimais interagir, avoir les amis, c'est ça. Puis McGill, c'était froid. Tu rentres, t'es dans des auditoriums. Ouais. T'es là, sur ton petit pupitre, tu travailles. Ouais. Puis j'avais pas de motivation, j'imagine. Puis je me voyais ailleurs. J'ai comme décroché. Puis qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Okay. Puis ma 2e année, j'ai commencé première session, puis j'ai coulé mon premier cours. Parce que je déteste. Première fois à vie. Ouais. Là, ça a fait... Mais c'est dur d'être engagé dans quelque chose, dans n'importe quoi, quand tu n'aimes pas ce que tu fais. Là. On s'entend que ce soit un emploi, que ce soit être courtier, investisseur dans n'importe quoi. N'importe quoi, en fait, si tu haïs ça, pourquoi tu le fais? Puis les études, souvent, c'est pas qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont pas capables, c'est juste que ils sont là un peu parce que quelqu'un leur a dit c'est la bonne chose à faire. Exact. Puis finalement, ça leur tente vraiment pas, puis ils ont les résultats qui viennent avec. Là, c'est ça. Ouais. Tu sais, avec du recul, je me dis pourquoi, ça allait bien avant, puis j'ai jamais chialé sur l'école. C'est peut-être parce que, puis là, en tout cas, je l'avais facile, là. C'était naturel pour moi, puis j'étais bonne tout court, là. Bon.
Voilà, tant mieux pour moi. Mais à l'université, ça a comme switché. Il fallait que j'étudie, il fallait que je me concentre, il fallait que j'en fasse plus. Puis j'avais pas la motivation de le faire. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai juste flippé, j'ai dit, garde, oublie ça. Moi, il faut que je fasse d'autres choses. Puis j'étais dans l'immobilier. Voilà. Hey, j'annonçais à mes parents, hey, j'arrête l'université mi-chemin, m'en fous, moi, je m'en vais ailleurs. Mais attends, tu sais, c'est un bon point, c'est parce que tu sais, quand on parle de l'éducation traditionnelle à l'université cégep, ça, c'est l'éducation traditionnelle, mais ça ne veut pas dire que l'éducation en général n'est pas importante. Tu sais, souvent, les gens entendent ça quand, ben là, c'est l'école, l'éducation, c'est pas important. Non, attends, il y a différents types d'éducation. Donc, quand tu es devenu courtier immobilier, puis de décider aussi de devenir actionnaire, de décider d'investir en immobilier, ça prenait quand même de l'éducation. Tu t'es éduqué par rapport au domaine, Absolument. par rapport à... Donc, parle-moi un peu de ton éducation, on va dire ça, non traditionnelle, pour te permettre d'être ici aujourd'hui. Ben, tu sais, en immobilier, là, Ouais. ben, j'ai pris exemple sur les gens. OK. Tu sais, moi, j'ai commencé l'immobilier, bon, j'ai fait mes cours, c'est ça, mais même, écoute, je commençais mes cours que je m'étais affiliée à un courtier immobilier à succès. OK. Puis j'étais là, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, moi, je vais travailler gratuitement pour toi si tu veux. Bon, il m'a payé finalement, là. Une chance. C'est bon. Merci. Mais j'ai commencé à travailler pour lui, j'étais son adjointe administrative, OK. tu sais, parce que je voulais baigner dans le bain, je voulais en apprendre. Ouais. Puis j'ai fait ça avant de commencer mon cours, j'ai fait mon cours, je suis devenue courtier, puis je stickais. Écoute, moi, je commençais courtier immobilier à 9 h. Chaque jour, sans faute, j'étais au bureau. Même si j'avais rien à faire, là, j'étais comme, je vais aller au bureau, me regarder le monde faire ce qu'ils ont à faire. Ouais. Puis j'ai tout appris là-dessus, j'ai tout appris de même. Ça, c'est un sujet qui se répète souvent, là, que les gens demandent la question, ben qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que l'affaire le plus important que je devrais faire, excuse-moi, que je devrais faire? Puis, je pense que c'est un sujet qui revient, c'est être constant. Oui, bien, 100%. Être vraiment constant que, tu sais, je vais faire mon 10 heures par jour, mon 8 heures par jour. Souvent, les gens qui ont moins de succès en n'importe quoi, c'est parce qu'ils ne sont pas constants. Il y a une journée, ça ne me tente pas aujourd'hui. En entraînement, par exemple. Je vais m'entraîner là, comme un fou une semaine, puis après ça, je prends 3 semaines de congé parce que ça ne me tente plus. Ben, tu as moins de résultats. Absolument. Ouais. Même chose sur les réseaux sociaux. Tu sais, on va en parler. Constance, Là. exactement. Même affaire. C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, tu es devenu courtier immobilier en 2000... 2014. Juillet 2014. OK. Donc, tu t'es donné un bon 6 ans avant la pandémie, avant que tout change un peu. 2014, le marché était quand même pas pire. Ben, c'est un marché d'acheteurs. Un marché d'acheteurs, c'est ça. Donc, Ouais. tu mettais une propriété à vendre, puis T'attendais. ben, souvent, je rencontrais du monde Ouais. qui voulait vendre, mettons, surtout les condos. Il voulait vendre son condo, puis il fallait que je lui dise qu'il va peut-être perdre un petit peu d'argent. Ouais. Tu sais, on était là-dedans. Là. Il avait C'était acheté ça. neuf, puis il vendait au prix qu'il avait payé, mais il fallait qu'il paye une commission. Là. Ouais. Bon, c'était ça, 2014. OK. Donc, tu as commencé dans le domaine. C'était quoi t'as été adjointe? À quelle année t'es devenue comme, mettons, t'as décidé d'être indépendante? Genre, je vais aller, j'y vais moi-même. Ah, ben, aussitôt que j'ai eu mon permis de courtage. OK. Donc, tu as commencé à travailler avant même, Oui. comme adjointe, avant même que tu Avant d'avoir ma licence. OK, Quand j'ai OK. pris la décision j'arrête, moi, j'ai pris un mois. Je travaillais dans les restaurants dans ce temps-là. OK, tu sais. OK. J'ai pris un mois d'essayer comment je m'enligne, puis il fallait que je m'inscrive, puis le cours commençait ex date. OK. Tu sais. Puis dans cette période-là, j'avais contacté le courtier immobilier. OK. J'ai commencé à être adjointe pour lui, puis pendant les 6 mois que je faisais mes cours, je l'ai fait. OK. Mais quand j'ai eu ma licence, moi, Aline, courtier immobilier, T'es that's it, parti. là. Ben oui. OK. Souvent, les gens, quand ils commencent dans un domaine courtier hypothécaire, conseiller financier, courtier immobilier, le plus gros enjeu, c'est d'aller chercher de la clientèle. Pour toi, comment tu as abordé ça? Comment tu as commencé à, mettons, trouver ton premier client, d'appeler tes amis? Tu sais, tout le monde dit appelle tes amis, appelle tes connaissances, mais c'est pas aussi simple que ça. Là. C'est souvent quelque chose qui manque aux gens qui rentrent dans notre domaine. Il n'y a pas vraiment de formation pour aller chercher. Ils sont juste comme, va développer. OK, merci, mais comme je fais quoi? Là? Des cold calls? Je fais des médias sociaux. En 2014, les médias sociaux étaient moins Ouais. présents. Donc, c'était quoi ton plan de match? De la mettons? sollicitation. Félicitations. Hey, donc, puis j'étais une machine, là. Pour vrai. Là, explique. tu sais. Ben, le premier listing que je vais te raconter mes 3 premiers, mettons, parce qu'ils Vas-y. m'ont marqué. Là. Mon premier listing, c'est ma voisine où j'habitais en diagonale. OK. Parce que j'ai envoyé des lettres à toute ma rue, puis aux toutes les rues des voisins, puis elle m'a appelé. Ah ouais. Ouais. OK, donc tu as décidé juste de ta rue, J'ai envoyé une lettre de même random. Là, moi, j'ai dit, gars, m'a envoyé une lettre, écoute, elle m'a appelé, puis j'ai pris la maison à vendre. juste de même. Ouais. OK. Ça, c'est mon premier. OK. Puis les 2 autres, les 2, c'était des contrats expirés. Tu sais, quand, mettons, tu es courtier immobilier, tu prends un contrat à vendre. Ouais. Ça se vend pas. Ben, ça se vend pas. Dans le temps, c'était plus fréquent. Ouais. Tu sais. Fait que ça se vendait pas. Ben, moi, je cherche le numéro, je l'appelle pour le convaincre d'essayer de faire affaire avec moi, puis je vais lui offrir un meilleur service. Hey, 2 expirés. Fait que déjà, ils ont eu une mauvaise expérience. Là. Ouais. Puis les 2, c'était des anglophones. Ah Tu sais, ouais. je suis correct en anglais, là. Je Mais me il débrouille. fallait, ouais, mais tu c'est sais, attends, je commence. T'es nouvelle, puis en plus, il faut que tu parles en anglais maintenant. Genre, Bon. ça gêne. Je les ai signés, les 2. Ah ouais. Ben oui. Puis ça Je a les été... ai vendus, les 2. Qu'est-ce qui a fait, sais. tu penses que tu as été capable
de les signer comme c'est la façon que d'être, c'est parce que souvent deux courtiers immobiliers vont ou deux professionnels dans n'importe quelle industrie vont essayer de faire la même chose, puis il y en a un qui va avoir beaucoup plus de succès. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est capable de, mettons, closer versus l'autre qui est pas capable? Aujourd'hui, je repense à moi dans le temps, puis je me dis, écoute, ma surpréparation, je pense que je prenais une journée entière. J'avais un rendez-vous d'inscription, là, moi, il n'y avait pas, comme il fallait que je rentre, puis je le signe. Là, OK. Je pense que je prenais une journée au complet pour préparer mon rendez-vous, pour être sûr que ce soit sa couche. C'est ça, exactement. Okay. Fait que la surpréparation. Puis, donc, être préparé, c'est un. Oui. Puis, tu sais, tout ce qui se passe dans ta tête, là, ton mindset, là, moi, j'écoutais ma musique fort dans l'auto, je disais, c'est sûr que je ne sors pas de là tant que je n'ai pas le mandat. Fait que, tu sais, après ça, tu es devant le client, là, puis il voit les étoiles dans tes yeux, il voit que tu veux à vendre sa maison. Oui, c'est ça. Comme je pense, je me dis, c'est ça. Il voit que tu es prêt, il voit que tu es motivé, puis il s'attache à ton énergie un peu. Là, souvent, on parle d'énergie. Donc, tu sais, quelqu'un qui dit, bon, ben, je suis capable de vendre ta maison. Aussi que, donc, professionnaliste. J'avais 22 ans. Là. Donc, il fallait vraiment, c'est ça. Je refasse, je suis comme, mon Dieu, voir qu'ils m'ont engagé. Mais il faut avoir aucun, no fear. Là. Tu rentres là, tu es comme, OK, let's go, là, all in. J'ai pas d'autre choix. Là. Je le sais, quand j'ai commencé dans le domaine, moi aussi, comme courtier hypothécaire, tu sais, j'avais un bagage d'actuariat, de mathématiques, mais c'était comme, pourquoi quelqu'un qui est assis en avant de moi ici, qui a 4 immeubles déjà financés, qui achète un 5e, qui est là-dedans depuis 20 ans, 25 ans, j'ai 25 ans, pourquoi qu'il va m'écouter, lui? C'est ça. J'étais comme, tu sais quoi, je pense pas à ça, j'y vais avec ce que j'expliquais, puis finalement, avec énergie, j'étais préparé, un peu la même chose, puis ça fonctionne. Exact. Donc, préparation, énergie, puis surtout constance. Faut le faire, ben oui. Vraiment. Faut pas avoir peur de se lancer, là. Vraiment. T'sais, les gens, ils ont peur d'agir. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant que tu as commencé juste de même. Donc, le délai. Donc, hustle. Bref, c'est hustle. Trouve des manières. Excuse-moi encore pour ma voix. Trouve des manières intéressantes ou différentes de te différencier par rapport à ta compétition. Ben, tu sais, c'est de savoir quoi faire puis de le faire. Ouais. Tu sais, il n'y avait pas d'autre façon que moi de solliciter pour aller chercher un client. Là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Personne ne me connaît. Simple comme ça. Pourquoi il m'engagerait? Puis là, tu as scalé, tu as continué. Ouais. Tu as continué, donc tu as fait des clients, ils te réfèrent des clients parce que tu fais une bonne job. Ça augmente la business. Donc, comment tu as amené ça? Parce que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus gros que 2014, on s'entend. Donc, c'était quoi tes étapes de scaling, mettons, de là à 2023? Ben, tu sais, il y a eu quand même plusieurs années. J'ai fait mes 2 premières années à Montréal. Mes 2 premières années, pas mal, presque toute ma business venait de la prospection, de la sollicitation. Okay. C'est la même affaire. Fait que j'ai fait dans les 6 chiffres ma première année. C'est rare. T'sais? Ouais. Puis dans 2014, là, aujourd'hui, c'était plus facile. Là. Puis tu étais à temps plein. Oui, ben, attends, pas mes premiers 6 mois, il fallait que je paye mes factures. Ouais. Tu sais, comme moi, tu vends une maison, tu vas avoir ton chèque 6 mois plus tard. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, premiers 6 mois, je travaillais en restauration, comme je t'ai dit plus tôt. Moi, le matin, je me levais, j'étais à 9h au bureau, courtier. Je faisais ma job de courtier. Après ça, je finissais, je m'en allais au resto, puis je refaisais la même chose le lendemain. J'avais 2 jobs temps plein. Oui. Mais après, je me suis dit, il faut que je fasse X montant. Puis je m'étais mis dans la tête que c'était 20 000. Je veux avoir 20 000 d'argent de courtage de fête. Puis je vais lâcher ma job de resto. De côté, OK. Puis là, ça va me permettre de survivre le temps que la roue commence à tourner. Exact. Puis tu sais, ça, ce que ça... Puis à 20 000 retient encaissé. Là. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit dans le compte de banque. Fait que j'ai commencé en juillet 2014. OK. 1er janvier 2015. J'étais all-in, juste courtage, rien d'autre. Quand même. Ouais. Donc, j'avais réussi à le faire. Puis tu sais, j'avais d'autres commissions qui étaient devant moi. Fait que j'étais bien partie. OK. Puis après ça, c'était avec Via Capital. Non, j'étais chez Remax dans le temps. Remax, OK. Donc, quand est-ce que tu as fait le saut, mettons, parce que là, tu as une équipe, tu as des courtiers qui sont attachés à pas ton cabinet, mais ton agence? Ben, autant mon agence que mon équipe. Il faut différencier les deux. Je suis propriétaire de Via Capital. Fait qu'il y a des courtiers qui sont dans l'agence pour être dans mon agence. Puis profiter de mon expertise d'un sens. Ouais. Mais j'ai aussi mon équipe de courtiers immobiliers. Qui travaille ta clientèle. Ma clientèle, exactement. Fait que, tu sais, mes 2 premières années, je les ai faites chez Remax là-dedans. J'ai rencontré mon chum, qui était le propriétaire, en fait, de Via Capital dans le temps. OK. Fait que bon, il ne va pas rester chez Remax, lui, propriétaire de Via Capital. Fait que j'ai déménagé chez eux. Allé chez Via Capital. Ouais. Puis, conflit le couple un peu. Là. Je vais rester chez Remax, on va avoir des discussions intéressantes. Des affaires qui se font dans la vie, des affaires qui se font pas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu as changé pour aller Via Capital. Ouais. Okay, mais j'ai recommencé à zéro aussi. Là. Okay. Hey, je déménageais à l'Assomption. Ouais. Je vais à Montréal. T'étais à Montréal. J'étais à Montréal, Mont-Royal. Pas le même marché, oui, c'est ça. Pas pareil pantoute. Fait que j'ai recommencé à zéro, mais là,
je m'étais dit, garde là, je me lance all-in. Tu sais, j'avais pris mon expérience du début. Ouais. Moi, je voulais me partir des secteurs fermes, tu appelles ça, là, en bon courtage immobilier. Là. Fait que je me suis lancée là-dedans. Tu sais, toute part de la prospection. Fait que j'ai recommencé, je voulais me faire une image faire dans ton notre nom coin. dans le secteur. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, maintenant, je l'ai. Ça n'a pas pris tant de temps à le faire. Là. Combien de temps ça t'a pris, mettons, pour que les gens disent ici, c'est Martine? Tu sais, tu vois, ça fait 6 ans que je suis dans la Nodière. Puis ça fait un bon 3 ans que les gens m'appellent parce qu'ils me considèrent la référence dans le secteur. Là. Fait que ça a pris peut-être un 3 ans de mise en place puis que ça commence à rentrer dans la tête des gens. Là. OK. Ce qui est relativement rapide quand même. Quand même, oui, c'est ça, pour réserver un secteur. Donc, comment tu as fait pour que tu sois identifié dans le secteur? On parle de... Tu as mis de la pub, tu as mis des vannes avec Martine Demers un peu partout. Tu as acheté combien de déménagements à la salle à Sedki un peu, là, que tes trucs partout, là, tu vois ta face un peu partout. Comment tu as fait pour que les gens soient... OK, non, ici, c'est Martine Demers. Tu sais, quand tu commences au secteur ferme, moi, j'avais pas le budget là, de dépenser autant de publicité. Tu sais, aujourd'hui, j'en mets, oui. Ouais. Mais avant, quand tu commences, tu peux pas faire ça. C'est ça. Ça coûte bien trop cher. Ouais. Fait que c'est quoi ta pub gratuite? Les pancartes sur les terrains? Exact. T'sais? Donc, liste. Ben oui. Fallait que tu t'inscrives. Moi, je m'étais dit, là, je trouve des secteurs, j'inscris le plus de pancartes possible dans le coin. Puis une fois que les gens vont me voir sur les terrains des gens, ça vaut la peine d'investir pour en mettre encore autour. Ouais. Parce que si tu investis, là, sur de la pub, mettons sur un abribus. Ouais. Mais les gens ne savent même pas t'es qui. Ouais. Ben là, l'argent un peu aux poubelles. Là. C'est ça, exactement. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Si tu as des pancartes partout, et en plus, après ça, tu commences à te dire, OK, mais je suis sur l'autobus, les gens commencent à dire, mais voyons que Martine est partout, ça doit être Martine ici. Là. T'en plais ça. Donc, c'est un peu comme après ça, tu comptes. Parce que quand tu commences la pub, il ne faut pas que tu arrêtes. Exact. Encore une fois, être constant. Exact. Oui, exactement. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. Donc, là, c'est encore ton conjoint? Oui. OK, c'est ça. Donc, je ne veux pas causer des... Mais tu sais, il ne faut pas différencier Éric, mon conjoint, de Guillaume, mon partner. C'est ça, exactement. Je ne travaille pas avec Éric, mais oui, je suis encore avec. Là. Donc, Guillaume, c'est ton partner dans ton équipe ou c'est ton partner avec Via Capital Expertise aussi? Dans tout. Expertise, dans mon équipe de courtage puis dans les investissements aussi. OK. Donc, vous faites... Bon, on est comme... Comment vous êtes rencontrés? Bureau, On va commencer. J'ai la même chose. J'ai ma directrice des opérations s'appelle Fanny, puis c'est littéralement, comme ma femme l'a dit, là, c'est ta femme au travail. C'est ça. Exactement. On se comprend. Là. Donc, comment que vous avez rencontré, vous êtes rencontrés pour commencer votre équipe, commencer Via Capital Expertise? C'est aussi simple que c'est le meilleur ami de mon chum, là. Bon. C'est drôle comment la vie fait ça. Ben hein? oui. C'est un peu comme tout arrive pour une raison. OK, j'ai rencontré mon chum. Après ça, je suis à Via Capital. C'est le meilleur ami. OK, on va se mettre ensemble. C'est juste. That's it. Écoute, lui, il était super. Je suis bonne pour solliciter. Écoute, j'ai fait mes premières années grâce à ça. Mais j'aimais pas ça le faire. Puis à un moment donné, puis moi, j'aime ça être avec les gens. J'aime ça être sur le terrain. Moi, tu me rentres dans une maison. Pour inscrire une maison, je vais la closer. Tu comprends? Puis Guillaume, lui, il avait plus de misère. C'est lui un petit peu plus introverti, mais il aime ça solliciter, puis lui, il est discipliné. Il le faisait. Fait que, tu sais, Éric, il a dit, gars, pourquoi Guillaume, tu sollicites pas? Martine, elle va aller à rendez-vous, puis elle va le signer. OK. Donc, lui, il sollicitait. Ça partit vraiment de tout ça. Là. OK, donc tout le monde s'efforce. Puis après ça, lui, il faisait les appels. Il disait, OK, mais on serait intéressé à potentiellement vous signer. OK, Martine va venir vous voir. Exact. Puis là, toi, tu allais sur place, puis close the deal. C'est en plein ça. OK. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Ou, ça a changé. Là, ça on s'entend, tu sais. Guillaume, il en fait encore la sollicitation, mais moins. Oui. Parce que c'est plus organique. Les gens nous appellent pour vendre. Comme c'est le fun. On est chanceux. On n'est pas chanceux de travailler pour. Mais ça a commencé de même. Ça a été de même pendant les 3 premières années. Facile, c'était juste ça. OK. Pour monter notre branding, notre business, notre clientèle. Puis après ça, ça rentre de façon plus naturelle. Exact. Et apparition des médias sociaux. Oui. Et sur les médias sociaux, j'ai vu que tu étais quand même assez présente. Je sais. Donc, est-ce que ça, c'était quelque chose qui était naturel dans le sens que quand ça a commencé, tu as dit, OK, mais il faut que je sois là-dessus, ou est-ce que tu as comme réalisé que, attends, il y a du monde là-dessus, il faut que je sois là-dessus, puis tu as un peu développé ton profil. Comment tu as vu les médias sociaux initialement? Tu sais, j'aime ça, je l'ai naturel, puis j'aime ça. Enfin, je pense que si t'aimes pas ça, puis de le faire de façon constante, ça marche pas, là. Mais, tu sais, je me trouve wise, là. Puis j'ai saisi ce que ça pouvait amener. OK. Tu sais, je l'ai vu, là. J'ai tout de suite catché. J'ai dit, attends, ça, là, ça peut amener vraiment, vraiment beaucoup. J'ai vraiment catché ce que ça peut apporter les réseaux sociaux, mais tôt dans l'aventure.
Donc, parce que TikTok, c'est plus nouveau que Facebook. Là. Facebook est arrivé avant. Est-ce que tu étais sur Facebook en 2014-15 ou pas encore? Écoute, moi, j'étais sur Facebook avant tout le monde. Tu étais dessus? Vrai. Oh, oui, j'étais à l'école secondaire, puis dans le temps, personne au secondaire avait ça. Pourquoi? Parce que j'allais dans les camps aux États-Unis. Là. Okay. Puis aux États-Unis, tout le monde avait Facebook. Ben, dans les campus, c'est ça exactement. Là. C'était vraiment universitaire. Ouais. Ben non, mais dans les camps de jour. Là. Okay. Je parle quand j'étais jeune. Là. La façon de garder contact avec mes amis des États-Unis, c'était Facebook. Mais on n'avait pas ça chez nous. Là. Tu sais, j'ai eu mon compte Facebook vraiment tôt. Donc, toi, tu étais déjà dessus, tu comprenais qu'est-ce que ça avait de l'air. OK. Donc, est-ce que tu faisais de la pub? Là, tu étais sur Facebook, mais est-ce que tu avais commencé à faire des annonces tout de suite? Ah ben non, mais là, attends, j'étais à l'école secondaire quand j'ai eu mon Facebook. Non, je sais, mais en 2014, mettons, dès que tu as commencé dans le domaine, est-ce que automatiquement... Donc, qu'est-ce que tu mettais comme contenu maintenant? En 2014, c'était pas comme aujourd'hui. Non, c'est sûr. Là, on a appris un peu plus. Je faisais un petit effort pour me faire des petits templates, là, homemade, là, je les faisais moi-même, de mes maisons à vendre, vendues. Mais à chaque fois, je peux en mettre, j'en mettais. OK. Chaque fois, chaque chance que tu avais, tu pensais qu'est-ce que je pourrais faire pour. Exact. OK. Est-ce que ça fait rentrer quand même beaucoup de business? Est-ce que vous le traquez comme, mettons, business organique, business de marketing? En date d'aujourd'hui? Oui. Faudrait que je le track plus. OK. Mais, tu sais, je peux dire. Ton feeling? Tu sais, assurément, un minimum, le tiers de ma business vient des réseaux sociaux. À peu près, oui. Tu sais, beaucoup de monde du secteur, mais le tiers. Ils vont t'écrire, mettons, sur Messenger en disant qu'écoute, j'aimerais prendre rendez-vous. Je veux vendre ou je veux acheter. Puis reach out via Messenger, via Facebook, Instagram, TikTok même. Oui, TikTok aussi, mais moins un petit peu. Là. Mais c'est plus nouveau, là, c'est ça. Ben, c'est même pas ça. C'est que TikTok, c'est bon pour aller chercher le monde. Ouais. Après ça, les gens qui m'aiment bien me suivent sur Insta. C'est ça. Puis après ça, c'est sur Instagram qui là, ils accrochent tous les jours les stories, les ci, les ça, puis qui vont me contacter si ont besoin de le faire. C'est comme 3 étapes. Mettons, TikTok, tu les pognes comme vidéo intéressante. OK, je vais la suivre sur Instagram. Après ça, c'est le repeat, OK, constance. Puis finalement, quand ils ont un besoin immobilier, ben ça snap. Puis OK, mais attends, je suis Martine, je vais appeler Martine. Exact. Puis Facebook, est-ce que tu as plus de gens qui te contactent sur Facebook? Facebook, les gens me contactent là-dessus parce que c'est des gens qui vivent dans les secteurs que je développe. OK. Je le remarque beaucoup. Là, c'est sectoriel. Oui, c'est plus sectoriel. Ma page Facebook, fait que tout le monde dans le coin de Joliette, l'Assomption me suit sur la page Facebook. Me Spotted, y a-t-il un Spotted? Oui, aussi, mais ils bon. Ils t'écrivent là-dessus, Spotted de l'Assomption. Il y en a un, mais ça pas... Non. C'est pas... non. Okay, ça n'a pas rapport là. En plus, sur ma page de sur ta page personnelle, OK. Exact. OK. Puis après ça, Instagram, c'est plus un peu plus at large. Oui, ça va chercher plus de monde. C'est quoi les groupes d'âge? Toutes. Vraiment? Parce que là, genre, Instagram, c'est ça, tu pognes juste des jeunes qui n'ont pas d'argent. Pas en tout. Parle un peu là-dessus, là, tu pognes quand même du monde qui sont capables d'acheter. Instagram, là, pas tout le monde, mais crème. Ouais. Presque tout le monde a Instagram, là, je sais pas, là. Puis, mettons, est-ce que tu vois une différence entre, mettons, d'aller chercher un client traditionnel versus un client qui vient d'Instagram? Est-ce que le client le plus fort, traditionnellement, dans le sens qu'est-ce que c'est des clients qui ont des meilleurs revenus, ou est-ce que c'est de la chenoute que tu ramasses sur les médias sociaux, ou c'est beau? C'est très bon. Okay. C'est des clients de meilleure qualité que les clients qui m'appellent directement, moi, je trouve. Parce qu'ils sont déjà vendus. Si quelqu'un me contacte sur Instagram pour que je vende sa maison, je sais que je rentre chez eux puis je la signe, là. Intéressant. La personne me suit. Je rentre dans la maison, des fois, les gens me regardent. Moi, je ne connais pas. Là. Ils sont juste contents. T'es comme, oh my God, c'est toi. Ah oui. Puis là, des fois, t'as la petite fille là, qui arrive et dit, je voulais vraiment te voir. Je suis comme, ouais. Oui. C'est quand même fou que ces médias sociaux-là, on crée comme des mini... T'sais, on parle pas de stars Hollywood, là, parce que ça, c'est un autre niveau, là, mais des mini-stars que les gens sont comme... Dans leur quotidien, oui. C'est quand même assez spécial. Ouais, moi on parlait de ça avant, là, je suis pas capable de vraiment faire des stories avec ma face dessus là, sur les médias sociaux, mais la retenue, le show, là, on est rendu à 2 saisons, puis c'est arrivé une couple de fois que je suis quelque part au gym l'autre jour, les 2 jeunes sont rentrés, ils ont dit « La retenue! » Je suis comme « Allô? » C'est quand même spécial comme expérience. Puis c'est accessible à tout le monde. Tout le monde pourrait juste pogner un mic, commencer à parler d'un sujet, puis si le sujet est pertinent, les gens apprécient le sujet. Vraiment. C'est go, là. C'est quand même assez spécial qu'on a les médias sociaux permettent un genre de reach qu'avant. Ça a beaucoup de portée. Puis plus de monde l'écoute, puis écoute, moi aussi, je me fais accoster. Si je sors au restaurant, c'est quasiment automatique. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va me reconnaître. Ou des fois, les gens te regardent, puis comme tu sais qu'ils t'ont reconnu, mais ils sont gênés. Là. Ouais, non, c'est ça. Un regard comme allô, ça va? Oui, ça va bien, bonjour. Ouais. Est-ce que tu trouves ça bizarre comme de gérer ça ou tu es juste habitué, puis c'est juste comme tu trouves ça? Je commence à être un peu plus habituée. OK. Mais
encore, tu sais, je suis comme... Je sais pas quoi leur dire. Autant que je suis à l'aise sur les réseaux sociaux, puis je communique, puis là, quand je les vois en personne, je suis comme... Allô? Allô? Tu sais pas quoi dire exactement. Ou est-ce qu'ils te pognent des fois dans des moments que c'est comme, tu es à l'épicerie, il est samedi, là, ou dimanche matin, t'es fatigué, là, tu fais juste comme vouloir, tu sais, faire ton épicerie, puis finalement, tu vois que c'est un peu... est-ce que ça met une pression un peu de toujours être un peu on? Oui. Ouais. Ouais, parce que peu importe... Ouais. Surtout dans les secteurs où je suis. Là, ouais, c'est ça. Autant qu'aux réseaux sociaux. Que tu les dois gens faire ton savent épicerie comme Drummondville, là, parce que par l'Assomption, je m'en vais faire l'épicerie, je vais être de retour dans 3 heures. Donc, juste pour éviter... Peut-être pas, là, mais non, mais c'est... Non, mais ça l'arrive, là. Oui, ça arrive. OK, c'est intéressant. Donc, est-ce que tu pensais que ça allait devenir un peu comme ça, comme que tu peux être courtier immobilier, puis ça, c'est ta business, investisseuse, mais que finalement, comme il y a un aspect star power là-dedans aussi, là. Quand tu as commencé, est-ce que tu pensais que tu t'en allais dans cette direction-là? Non, je pensais pas. Non. Je pensais pas. C'est venu graduellement. Ça a évolué, ouais. puis c'est qu'est-ce qu'on est là aujourd'hui. C'est ça. Puis tu sais, j'aime ça, là. Sinon, je ferais pas ça, là. Non, mais c'est ça, il faut que t'aimes ça, là. Faut que tu sois capable de prendre ça light, là, puis pas trop... puis pas de rentrer dans l'ego. Ah ben là, mon Dieu, non. Mais c'est 0 moi. Fait que je suis 0 de même. En tout cas, je suis super down to earth. Puis... On va parler de l'ego des courtiers immobiliers dans quelques minutes. On va y arriver. Oui, okay. Avant d'arriver là, on parlait tantôt de haters. C'est les gens qui sont très... que c'est ça, les social justice warriors, là, qui sont comme là, ça c'est pas vrai, qu'est-ce que tu as dit ici, ou juste les gens qui veulent brasser dans les médias sociaux. Tu sais, comment tu gères ça quand tu vois un commentaire qui n'a pas d'allure, t'es plein de mains, puis c'est n'importe quoi ton affaire, j'aime pas tes cheveux, tu sais, qu'il y a des choses complètement niaiseuses, là, exact. Ben oui, mais est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de gérer facilement, ou comment tu vois ça? Ouais? Si tu fais du réseau social, tu n'as pas le choix, surtout TikTok. Vraiment, là, le monde, ils sont méchants. Là. Sur TikTok, ouais. Hein? Ça n'a pas d'allure, vraiment. Mais en regardant bien des profils et en considérant le mien, je trouve que c'est quand même dosé. Je suis chanceuse là-dedans. Mais je reste très politically correct dans mon contenu, là. Mais il y en a plein pareil. Tu pousses pas trop loin. J'essaie de rester, en tout cas, je veux pas trop choquer. Je veux dire les vraies affaires, mais je veux pas déplaire trop non plus. Fait que je fais attention, mais il y en a pareil. Mais ça passe par une oreille, ça me sort par l'autre. OK. Est-ce que tu réponds? Tu leur réponds? Tu disais tantôt je laisse faire. Tu t'ignores complètement. Ben oui. Okay. Je laisse faire. Je pogne pas à ça, moi. Là. Ah non, je vais pas commencer à m'obstiner sur lui des plans pour qu'il remette encore plus. Pourquoi les gens sont tellement fâchés, tu penses? Ou est-ce que c'est juste qu'ils n'ont rien à faire puis en réalité, ils sont pas très fâchés, ils veulent juste comme niaiser avec ça? Ou est-ce que tu trouves que les gens sont juste comme en tabarnak pour aucune raison? Puis t'es comme, qu'est-ce que t'es-tu correct? Comme ça va-tu? Ben, il y a de ça. Mais de la jalousie aussi. Beaucoup. Ah ouais. Ben ça, je le vois dans mon domaine. Beaucoup. T'sais, si la personne ne m'aime pas et que j'ai rien fait, ben, c'est parce qu'il est jaloux. Qu'est-ce que je te dise? Oui. Il y a beaucoup de ça au Québec. Que les Québécois, particulièrement, que je vois pas dans le reste du Canada, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis aussi. Tu es allé au dernier camp aux États-Unis, tu as mentionné. Où est-ce que, tu sais, ils vont valoriser le succès beaucoup plus que, mettons, que le Québec. Ici, seulement. Puis là, on parle pas des gens qui ont du succès, qui le flashent. Là, on parle pas de ça. Là. On parle juste du succès tout court. Là, de quelqu'un qui a du succès puis qui est en train d'être sur un podcast, qu'on parle d'un sujet. On n'est pas en train de parler de... T'as combien de taux, Martine? Et puis, t'as-tu 4 maisons? Tu sais, ça n'a pas rapport. Là. On parle juste de bonnes pratiques pour aider les gens. Puis les gens vont regarder ça puis vont être fâchés. Là. Fâchés parce que tu as du succès, donc tu es une mauvaise personne. Tu sais, toutes les choses qui viennent avec le succès. Là. Pourquoi qu'au Québec, on a ce genre d'interprétation-là que le reste du Canada ou le reste de l'Amérique du Nord, mettons, là, c'est beaucoup moins présent? Ben, ça va dans... Selon toi? Ça revient de loin. Là. Au Québec, on est né pour un petit pain. Hein? Ouais, c'est ça. Ça va avec la culture. T'as volé l'expression, souvent je le dis ici. Mais c'est vrai, mais comment qu'on déconstruit ce genre de pensée-là? Parce qu'on s'entend que ça fait mal. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui vont s'arrêter à un certain niveau, même s'ils pourraient continuer, parce que, tu sais quoi, c'est mauvais si je vais plus loin. Parce que si je fais plus, puis j'achète ça, ben, tu sais, les gens vont me juger, puis je vais pas être une bonne personne. Voyons donc, ça n'a pas rapport, là. Tu peux être une mauvaise personne si t'as pas d'actifs, autant que tu peux être une incroyable personne si t'as beaucoup d'actifs, là. C'est quoi le lien? Je sais pas pourquoi ça fait partie de notre culture, puis ça revient, puis ça remonte de loin, là. Ouais. Mais moi, ce que je suis contente de voir, c'est qu'il y a une tendance dans le temps qui fait en sorte que les gens...
ça switch un petit peu. Puis moi, je trouve que les réseaux sociaux, puis entre autres, tu sais, récemment, à cause de TikTok, à cause de tous les podcasts, les vlogs, puis les gens parlent de tout ça, que ça switch un petit peu. Tu sais, les Québécois, les jeunes, ils sont de plus en plus entrepreneurs. Ouais. Ça, je le remarque. Puis ils sont plus ouverts à parler de ça. Ouais. Fait que moi, je vois une tendance que ça commence à changer. Bon, on est loin d'être rendu comme, admettons, comment ils vont comme les Ontariens ou les Américains. Non, c'est ça. Les Américains, c'est comme valorisé à un point des fois même que... L'autre extrême. Oui, c'est ça. Calme-toi le pompon. Là, exactement, c'est ça. Tu t'identifies comme une femme. Oui, ben. Faut le demander comme ça. Mais même moi, je m'habitue, tu vois, il faut évoluer. C'est bon, c'est là, tu vois? Donc, oui. OK, juste pour qu'on confirme. Non, c'est important. Avant, je pose la question comme une femme, puis là, je me fais dire, mais là, non, je m'identifie pas comme une femme. Donc là, j'aurais été très mal à l'aise avec ma question. Donc, ma question, c'est, tu sais, comme une femme, pourquoi que, moi, je trouve, c'est une opinion, c'est sûr, que les femmes d'affaires ont de la misère à exposer leur succès. Déjà, on a de la misère au Québec, right? Ouais. Mais encore plus, les femmes d'affaires ou les femmes en général, ils ont plus de la misère à exposer leur succès, à être fiers de leur succès. Ils ont tendance à être beaucoup plus mollo avec ça que les hommes. Est-ce que comme femme, as-tu une réponse à ça? Pourquoi que c'est comme ça? C'est-tu... J'ai pas la réponse, j'aimerais ça l'avoir, mais dans la même ordre d'idée de dire pourquoi les Québécois, on a de la misère à parler de notre succès par rapport aux Américains, disons, ben la femme, ce que tu as rajouté en plus, c'est comme l'obligation des valeurs familiales. C'est l'obligation familiale qui vient en arrière de tout ça. Moi, quelque chose que je me fais souvent dire sur TikTok, puis j'ai fait d'ailleurs un TikTok par rapport à ça, c'est « Ouais, check bien, elle a réussi, mais elle doit être malheureuse, elle n'a pas d'enfant. » Par rapport. C'était même pas une question qui m'avait rentré dans la tête, t'as posé. Je te dis, on me le dit, là. Parce que t'as pas d'enfant, donc j'ai pas d'enfant, fait que je dois être malheureuse. Bon, le vrai bonheur, c'est à la maison quand tu rentres, tes enfants te courent dans les bras. Je suis comme, OK, sûrement. Avec 2 enfants, je te dirais oui, ça dépend des jours. Il y a des fois que absolument oui, puis il y a des matins, quand ta fille rentre à 4 h du matin, puis elle dit « Réveille-toi, daddy », pac, ça la joue. Tu sais, la femme, comme on dirait que tu lui rajoutes, écoute, puis je stigmatise beaucoup, mais c'est ça, là. Ouais. Fait que tu rajoutes peut-être cette étiquette-là en plus. Cette pression-là en plus. C'est une pression que les hommes n'ont, les gens qui s'identifient comme des hommes, n'ont pas nécessairement. La pression de il faut que tu sois. C'est comme si la pression d'être un bon père, plus qu'avant, est moins là pour les hommes. Un peu. Tu sais, comme. Pas que c'est il y a pas la personne réalité. qui va questionner si je travaille beaucoup plus, puis que ma femme reste à la maison plus, puis c'est ça, là. Mais si on avait. Avec nos 2 enfants, si ma femme travaillait autant que je mets comme heure, elle se ferait dire des affaires comme comment tu peux être, il faut que je sois une bonne mère, il faut que je sois, et en plus avoir du succès dans mon rôle. Donc c'est comme une pression additionnelle que vous devez gérer comme femme. Donc je sais que tu n'as pas d'enfant, mais pourquoi que pourquoi que la société n'a pas évolué à ce niveau-là? Je sais qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, mais quand même, tu me le rajoutes de pourquoi les femmes, il n'y en a pas plus qui communiquent ça. Ouais. Ben, peut-être par peur de pression sociale dans ce sens-là, je ne sais pas. Tu sais, je n'ai pas la réponse, mais la réponse logique, efficace, rapide de même, ça serait ça, selon moi. Je le vis. C'est plus les femmes qui mettre cette pression-là sur les femmes. Non, les hommes. Tu trouves les hommes, c'est ça, je sais pas, moi. Tu sais, les commentaires, je te dis, il y a des commentaires que je reçois là, de elle doit être malheureuse parce qu'elle n'a pas d'enfant. C'est juste des hommes. Je te dis. Les bateaux. Même pas de femme qui me dit ça. Me surprend, là. Ça me surprend que j'ai de la misère à voir une femme peut-être, là, parce que c'est comment qu'elle a du succès, puis même ça, c'est pas bon, là, mais j'ai de la misère même à imaginer un gars qui est en arrière de son ordinateur, qui voit un de tes vidéos, puis décide là, d'écrire ça. Oui. Puis j'ai fait un TikTok par rapport à ça. Tu sais, que juste parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait écrit un commentaire, puis j'étais outrée. J'étais comme, écoute, il faut que je fasse un TikTok là-dessus, ça n'a pas d'allure. Les femmes, ils étaient toutes là à m'encourager. Ouais, tu fais bien, nanana, nanana. Ouais. Puis les hommes, non. C'est incroyable. Ouais. J'ai de la misère à croire ça encore aujourd'hui. Là. Je te crois, là, c'est sûr. Mais puis là, on parle de TikTok on parle de TikTok en arrière de l'ordinateur. Là, ouais. Dans la réalité, en tout cas, je pense qu'on a beaucoup évolué là-dedans, mais ça existe encore. D'un côté, c'est presque bon que les médias sociaux exposent des choses qui existent encore. On aurait presque l'impression que certaines choses n'existent plus dans la société, mais sont encore là. Les gens le ressentent encore. Ils agissent, ils font semblant que c'est pas vrai, là, que non, c'est bon, tout est beau, je respecte la femme. Mais finalement, quand il embarque sur son ordinateur, il est en tabarnak que tu as du succès, puis va-t'en à la maison, puis prends soin de tes enfants.
C'est spécial. Oui, quand même. Honnêtement, on va prendre une minute de silence pour que j'essaie de réfléchir là-dessus. Là. Ça n'a aucun sens. Bon, OK, on va passer à autre chose. Là. Ça mérite. Ça mérite. Sur ton TikTok, Instagram, tu as quelques vidéos qui ont explosé. Ouais. Moi, je considère ça que ça a explosé. Là, quand tu as 700 000, 1 million, 1,5 million de plus gros. Quand même, 1,5 million de plus gros, c'est quoi? Qu'il soit tout de même. Non, ça serait bon à chaque fois, là, mais c'est quand même assez incroyable. Est-ce que... c'est quel message qui fonctionne plus que d'autres? Est-ce que tu le sais ou est-ce que des fois, tu es comme... Moi, j'aurais pensé que ce message-là que j'ai fait hier allait vraiment partir, puis tu as 400 vues, puis là, l'autre message qui était vraiment comme, OK, je vais parler de ça, puis là, tu as 900 000 vues, là, tu comprends pas comme, qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui pogne pas, qu'est-ce que les gens recherchent? Comment que tu évolues là-dedans? Oui, ben tu sais, les gens, ce qu'ils aiment de mes réseaux sociaux, puis ce que j'entends, puis ce que j'entends à répétition tout le temps, c'est l'authenticité. Tu sais, de dire les vraies affaires, de ne pas avoir peur de montrer quand tu t'échoues dans quelque chose ou quand c'est plus difficile ou quand tu n'es pas rentable. Mettons, là, j'ai fait un TikTok que je n'étais pas rentable, ben, presque pas rentable sur mes immeubles. Moins rentable, mettons. Ben, ça pogne. Ouais. Parce que je dis les vraies affaires. C'est real. Oui, puis les gens le sentent que ce que je dis, c'est vrai. Ouais. Tu sais, fait que ça, des fois, je fais des TikTok, je suis sûre que ça va être viral. Finalement, il n'est pas chameau, il répond pas. Fait que des fois, je sais pas pourquoi, là, mais... C'était tellement bon comme message, puis pout. C'est ça. Mais bon. Il faut continuer, puis juste demander ça. C'est la quantité, puis il y en a qui pognent là-dedans, mais ce qui pogne, moi, de mon côté, c'est l'authenticité. Ouais, d'être honnête. C'est ce que les gens aiment. Oui, exact. Ouais. Puis, surtout en immobilier comme investisseuse, parce qu'il y a beaucoup, là, c'est populaire. Ça a toujours été populaire, investir en immobilier. Je pense de plus en plus, les jeunes et les gens veulent s'embarquer là-dedans pour le revenu passif. Ouais. Dépendant de qu'est-ce que passif, c'est... faudrait définir c'est quoi le revenu passif, là, parce que souvent, puis c'est ça mon point, les gens pensent embarquer dans l'immobilier, mais je vais acheter un immeuble, ça va rouler, ça va me rentrer des revenus, puis c'est du revenu passif. Peux-tu commenter sur, parce que j'en ai des immeubles, sur le degré de travail que ça prend quand même pour, premièrement, les trouver, les acheter, les acquérir, les optimiser, finalement les gérer après. Ouais. Il y a des manières d'investir en immobilier passivement, vraiment, là, où est-ce que tu as juste injecté puis tu reçois des dividendes, d'appréciation. C'est une autre game, t'es ailleurs. C'est quelque chose d'autre. Tu n'as pas besoin d'écouter le podcast ici, si t'es rendu là. Non, c'est exactement, c'est ça. Mais tu sais, donne-nous ton opinion sur c'est quoi, en termes d'heures et d'investissement et de temps et de sacrifice pour avoir ce genre de sécurité économique. Oui. J'ai un setup un peu différent des autres. Là. Okay? C'est parfait. Par rapport au temps, c'est que vu que j'ai la business de Via Capital, de courtage, d'investissement, j'ai une équipe en arrière de ça, j'ai des adjointes administratives qui gèrent mes immeubles. Mais il faut que tu gères. J'ai paye. Exact. Il faut que j'ai paye. Ouais, exact. Fait que pour vrai, mes investissements, quand je fais le décompte de tout, OK, il reste un petit mini montant à la fin. Très mini kiki, là. T'sais? Mais j'ai pas compté le salaire de mon adjointe qui passe dans ma job de courtier. Fait que, grosso modo, je suis en perte. Parce que si elle le fait pas, je m'en occupe. Mais moi, en tout cas, je vais mettre mon temps ailleurs. Mais en gros, tu sais, faut que tu magasines les immeubles. Il faut que tu les trouves, les deals. Il faut juste prendre les connaissances de savoir comment étudier c'est quoi un bon immeuble, c'est quoi un bon immeuble, pourquoi tu l'achètes, pourquoi tu l'achètes pas. Il y a ça, t'en occuper. C'est sûr qu'il y a de la rénovation, job. Ben oui, des appels locataires, j'en ai tous les jours. Là. Exact. C'est pas tout le temps le fun. Là. Pas moi qui ai fait une chance, mais... Moi c'est quelque chose que j'en ai encore, mais j'ai enlevé beaucoup du portfolio simplement parce que je voulais mettre le focus sur d'autres entreprises que j'ai. Parce que c'est une entreprise comme une autre. Là. Ça prend du temps, ça prend de l'investissement. Exact. Si c'est pas toi, c'est le temps de quelqu'un. Là. On s'entend du temps, là, ça peut être toi ou ça peut être un employé, mais c'est quand même quelqu'un que tu vas devoir embaucher, payer pour gérer ce temps-là. Définitivement. Puis après ça, il faut que tu gères la personne qui le gère. Des fois, la personne est bonne, pas bonne. C'est pas aussi simple que les gens pensent. C'est pas juste comme j'ai reçu 500 000 d'héritage, je vais devenir investisseur immobilier, je vais être multimillionnaire maintenant, merci. Définitivement. Mais l'immobilier, c'est fantastique. Là. Écoute, on en parle négativement en ce moment là, parce que je pense que c'est important que les gens comprennent. Je pense que c'est négatif. On parle de façon réaliste. De façon réaliste. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui commence aujourd'hui, qui achète un immeuble, ne fera pas une scène avec. Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, c'est possible d'acheter un immeuble qui se paye toute seule, mais ça met du temps.
Ouais. Mais tu fais tout seul. Tu fais ces petites affaires, mais plus tard, tu vas être content de ta barouette de l'avoir acheté. C'est comme n'importe quel business. Ben oui. Tu l'achètes aujourd'hui, quand tu commences en immobilier, c'était une business, tu n'étais pas rentable jour 1, ça a pris du temps. Exact. Mais avec le temps investi, ben, ça devient de plus en plus rentable. Puis après ça, tu es capable de le scaler. Puis à Absolument. long terme, ça fait de l'argent. À long terme, l'immobilier, c'est extraordinaire. Ça fait beaucoup. À court terme, tu vas pas te donner une scène. Non, c'est ça. T'sais? Faut vraiment que ce soit un plan à long terme. Exact. Comme 100%. beaucoup d'investissements, finalement, là, que ce soit la bourse, que ce soit quelque part, ben, si tu pensais tripler ton argent à l'intérieur de 3 ans, ça peut arriver, là, la pandémie. Oui, mais tu sais, il n'y a personne qui s'allait au début, mais tu sais, il y a bien des affaires de même qui peuvent arriver dans la vie. Exact. Tu sais, ça va continuer à augmenter l'immobilier, là. Ouais. C'est sûr. Qu'est-ce que tu penses des investisseurs qui se pètent les bretelles en disant que regarde ce que j'ai fait, là, j'ai vendu mes immeubles en 2021, là, mi-2021, j'en avais acheté 4-5 en 2013, puis regarde tout l'argent que j'ai fait. Comme, est-ce que des fois, tu trouves pas qu'on devrait décortiquer un peu plus les commentaires, dans le sens que qu'est-ce que tu as vraiment fait? Parce que à part le fait que en immobilier, souvent, le problème, c'est que les gens parlent souvent de portes. J'ai 300 portes, j'ai 200 portes, j'ai 50 portes. Ouais, moi, ça me rend complètement fou, là. Donc, je suis comme, OK, t'as 50 portes. Est-ce que c'est juste toi qui as 50 portes? T'es-tu dans des joint ventures? T'en as-tu 4 partenaires? T'en as-tu 8? OK, ben c'est quoi ton bénéfice net? Moi, je veux savoir ça, là. T'as 50 portes, là. Si t'es moins 40 000 avec 50 portes, on s'entend que ta business, bravo. Ouais. Tu sais, on est un peu dans... Tu trouves pas qu'il y a un aspect d'ego dans l'immobilier? Énorme. On parle le même langage, là. Ouais. Énormément. Donc, parle-moi de ça un peu, là. Tu sais, je vais beaucoup au Club des investisseurs immobiliers du Québec. Ouais. J'en connais beaucoup. La majorité d'entre eux sont exceptionnels, mais il y en a beaucoup là-dedans qui se pètent les bretelles, justement, avec le nombre de portes, là. Ouais. Okay? J'ai 400 portes. Tu poses des questions, tu dis, moi, comme tu dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est, parfait, c'est quoi ta rentabilité? Comment tu vois ça? Sont-tu payés? Comment t'es-tu rendu là vraiment? Là? Ouais. Je fais des présentations souvent. Je fais des présentations souvent à ces groupes-là, puis je suis toujours là, puis j'écoute. Puis qu'est-ce qui mérite là, le plus, c'est que il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont là avec leur notepad, puis ils veulent apprendre, right? Puis ils donnent des cours aussi, mais écoute, c'est comme, comment tu as fait ça réellement? Donne du jus, là. Comme, OK, tu es parti de 0 à 400 portes, c'est bon, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à combien d'argent? Comment ta mise de fonds initiale, comment tu l'as eu? Puis après ça, non seulement, oui, c'est bien beau avoir des portes, mais c'est quoi après ça, ta valeur nette là-dedans? Oui, c'est ça. T'sais, après ça, si tu as 400 portes à 10 puis tu es hypothéqué ici. Tu es over-leverage, là. OK, c'est pas si hot que ça, ton parc immobilier, là. Non, c'est ça, exactement. Si tu arrives de la merde demain, il faut que tu vendes tout, il ne te reste pas une scène. C'est-tu si wow? Non, tu travailles dans le beurre. Non, c'est ça. T'sais? Ça se peut que ces 400 pas-là, dans 15 ans, 20 ans, ça va être extrêmement rentable. Oui, mais aujourd'hui, mais attends, là. Parce qu'ils se pètent les bretelles. Moi, j'ai 400 portes. Ouais, OK, mais s'il arrive de quoi demain, tu dois tout vendre. C'est quoi qui te reste? Oui, non, c'est ça. T'sais, tu vois, c'est ça, le vrai avancement, là. D'avoir moins de portes, mais des belles portes de qualité aussi. T'as-tu 100 portes? Moi, je sais pas. Ils sont où? C'est des 1,5 cash, là, que il faut que tu trouves un locataire à chaque mois, là, parce que c'est des gens qui shootent à l'erreur. Fait que c'est pas une question de quantité, c'est une question de, il y a tout en arrière de ça. Comment tu montes ton parc immobilier? C'est quoi ta rentabilité? C'est une question de rentabilité, pas quantité de portes. Oui, puis en tout cas, moi, je le vois comme ça personnellement, mais l'immobilier, oui, il y a des structures à faire pour faire des bons achats, faire des refinancements, puis aller faire travailler ton argent au maximum. Ouais. Mais éventuellement, quand tu as fait ça une première fois, ben là, le but, c'est que ça se claire, là. Exact. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. Là. Moi, je pense que. Parce qu'après ça, si tu ne claires pas ton immeuble, tu le refinances à chaque 2 ans, puis tu vis là-dessus, ben là. Exact. Mais c'est quoi ta valeur en bout de ligne, là, tu sais? Pas beaucoup. Pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui veulent rentrer dans l'immobilier, peu importe l'âge, les questions, tout le monde a besoin d'un mentor, tu l'avais quand tu as commencé l'immobilier, avoir un mentor pour commencer dans n'importe quoi, c'est super important, et d'évoluer, puis de toujours se poser la question, c'est mon mentor, c'est-tu encore le bon, là, parce que des fois, ça peut évoluer, exact. Mais pour quelqu'un qui cherche quelqu'un vraiment, là, c'est quoi les questions que tu devrais poser à ton mentor pour savoir que cette personne-là, il peut m'amener quelque part? C'est rentabilité, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu poserais? Mettons, tu commences en immobilier aujourd'hui avec tes connaissances. Puis, en investissement, oui, exact. Puis moi, je suis quelqu'un qui a, mettons, plusieurs pas, puis tu m'entrevues, là, tu me poses des questions pour voir si je suis quelqu'un que tu devrais écouter. Qu'est-ce que tu poserais comme question? C'est quoi ton parcours? Tu as commencé comment? Par où? Avec combien d'argent? Puis comment, c'était quoi tes premiers achats? Puis comment tu as fait pour augmenter ça par la suite? As-tu fait ça tout seul? As-tu fait ça avec des partenaires financiers? Ça a été quoi ton rôle là-dedans? Puis qu'est-ce que toi, précisément, tu as fait comme action dans ton parc immobilier pour le monter? As-tu été un là passivement? Parce que c'est toi qui as fronté l'argent? Ou c'est toi qui as fait toute la job d'aller chercher les immeubles, les optimiser? On va prendre ça, là, puis on
on va le couper dans un clip, là. Puis on va dire tous les jeunes, tout le monde qui veut rentrer, là, poser ces questions-là. C'était exactement, c'est vraiment exactement parfait. ce qu'il faut faire. Oui, parce que souvent, c'est affiché souvent à 0. Commencer avec 0% de mise de fonds. Puis je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais on s'entend, là, c'est n'importe quoi. Ben... 0% de mise de fonds? Ben moi, j'ai acheté 3 immeubles avec 0% de mise de fonds. À quelle année? Juste avant la COVID. Juste avant la COVID, Puis 0% de mise de fonds. un en 2021. Explique. Bon. Les trois, c'est le même scénario. Puis, attends, tu sais, quand je dis 0% de mise de fonds, c'est parce que j'ai fait un maudit bon achat. Oui. Tu as trouvé la bonne immeuble. Le gain, c'est fait à l'achat. Oui. Tu sais, il y a des prêteurs privés qui prêtent, qui vont te financer 100% du prix d'achat. Sur la valeur marchande, sur la GVM. Ben, tu sais, mettons, on t'achète un immeuble, je sais pas moi, 300 000, mais il en vaut 400. Exact. Okay. Mais ils vont te le financer, le 300. Ben, finance le 300. Exactement, c'est ça. Finance le 300. Après ça, moi, je garde cet immeuble-là 1 an, je l'optimise, je fais des petites affaires. Puis après mon année, je peux le refinancer sur la valeur marchande avec Desjardins, par exemple. Exact, oui. Tu comprends? Fait que ils je vont te refinance. mentionner 1 an parce que ça peut se faire avant 1 an, mais c'est des exceptions. Là. Il y a des lois d'anti-blanchiment d'argent puis de lavage de fonds là-dedans. C'est ça. Mais généralement, c'est le 1 an là, en privé. Ben, c'est que normalement, c'est ça pour considérer la valeur marchande et non le prix acheté. C'est 1 an. Exact, oui, c'est ça, exactement. Fait que moi, ce que je veux, vu que j'ai acheté à 80% et moins de la valeur marchande, puis je le sais parce que je suis courtier immobilier puis mes valeurs, j'ai connais de même. Exact. Tu comprends? Ben, j'ai pris mon prêt privé, j'ai payé mon prêt privé, il m'a coûté cher pendant 1 an, c'est sûr. Mais après ça, j'ai refinancé, puis il m'a remboursé mon prêt privé au complet. Fait que j'ai eu, tu sais, j'ai pas eu à sortir une... Il y a une nuance, tu vois, tu l'as expliqué. Mais en réalité, si tu essaies d'aller à une banque traditionnelle, puis tu dis, moi, j'ai 0% de mise de fonds, puis j'ai vu que j'étais capable d'acheter à 0% de mise de fonds, c'est impossible. Impossible. Ils te virent à la porte, là, oubliez ça, vous perdez votre temps. Impossible. Là. Donc, il faut une structure, une stratégie, comme tu as mentionné, pour être capable de le faire. Puis à la fin, donc, en fait, tu as quand même mis une mise de fonds, mais c'est pas toi qui l'as mis. C'était l'équité dans la propriété. Vu que j'ai fait un bon achat, l'équité que j'ai pris, que j'ai pas payé. Dans ta négociation. À cause de ma négociation. Exactement. Mais j'ai pas sorti une scène de mes poches. Exact. À part de notaire. Ben, tu sais, le prêteur privé, si tu fais un bon achat, il me paye même mes frais d'acquisition. Là. Ils vont te le capitaliser dans le prêt. Dans le prêt. Incluant. Est-ce que tu as capitalisé les intérêts aussi pour l'année? Ben, j'aurais pu le faire. Tu aurais pu parce que tu avais assez d'équité pour même capitaliser les intérêts. Sur un des 3. Ah ouais. J'aurais pu le faire, mais tu sais, à un moment donné, je choisis ce que je veux faire. Je préfère payer mes mensualités. Puis, en tout cas, ouais, non, c'est si j'ai des loyers... rendu là, c'est stratégique. C'est là, ça, exactement. exact. OK. Selon si tu as besoin d'optimiser ou rénover, mais tu pourrais comme OK, capitaliser mes intérêts, mais ils font, je vais les utiliser pour optimiser quelques logements, pour augmenter le loyer, pour que quand j'arrive à la fin d'1 an, ben je vais avoir plus de qualifications plus facilement avec mon financement traditionnel. Ouais. C'est excellent. Fait que il y a des manières, mais là, il faut que tu te connaisses en immobilier et que tu apprennes un petit peu. Non, c'est ça. C'est plus dur aujourd'hui. Oui. Tu sais, d'acheter un immeuble à 80% de la valeur. Oui. Bonne chance. Faut que tu le pognes. Mais c'est pas impossible. Non, écoute, c'est ça. Tu es alerte puis si tu négocies comme du monde. Faut que tu hustles. C'est des recherches. C'était hors marché ou c'était même... Ils étaient tous centristes. Ils étaient tous centristes en plus. Je te jure. Mal listés. Mal listés. Taberslack. Je sais. Mon Dieu. Ça, c'est excellent. Et ça nous amène au pont de ma discussion. Là. Écoute, il nous reste à peu près 12-13 minutes, là, mais c'est parfait parce que les immeubles étaient mal listés. Ouais. Donc, on s'entend que quelqu'un n'a pas fait sa job. Ben, dans ce cas-ci, s'il était listé, cette personne qui n'a pas fait sa job, c'est un. Ben, c'est un courtier immobilier. Effectivement. Ah ouais, c'est ça. Donc, je t'ai prévenu avant la rencontre. Ah ouais. J'avais quelques questions, mais avant mes quelques questions, je vais te conter une histoire de mon père. Je t'écoute. Il me stresse. Ben non, stresse pas, là, c'est correct. Mon père était courtier immobilier. Ouais. S'appelait Ross, d'ailleurs. Okay. Puis, c'était un excellent courtier immobilier. Il avait terminé les années 80 dans les top 3 au Canada Remax. Nice. Donc, des gros... je pense qu'il était dans l'ouest de l'île, là, tu sais, Kirkland, Timberley, là, je pense qu'il a vendu... le 3/4 de toute la ville. Là, parce que c'était en construction dans ces années-là. Il y avait des ententes des constructeurs. Donc, un bon courtier immobilier. Fast forward, Ryan, le petit Ryan ici, il achète sa première maison, naturellement. Papa est courtier immobilier. Il t'aide, maman. Donc, Dad, aide-moi. T'sais. Puis, pas de problème. OK, on achète. Et puis, donc, j'ai acheté ma première maison, ça a bien été. Puis là, je voulais acheter des immeubles aussi, des duplex. Donc là, j'ai continué avec mon père. Puis,
j'ai acheté dans le temps qu'il y avait 0% de mise de fonds, là, tu n'étais même pas dans le domaine, mais entre 2006 et 2008, on pouvait acheter des immeubles à revenus à 0% de mise de fonds, banque traditionnelle, amorti ça 40 ans, donc c'était comme, attends, c'est une joke ça, si l'immeuble est rentable, j'ai juste à faire une offre d'achat. T'es où dans ce temps-là? Ouais. Exactement. Donc, c'était relativement facile pour quelqu'un qui avait moins de fonds et jeune d'acquérir des immeubles duplex, triplex, quadplex. Donc là, j'en ai acquéri, puis... il y a quelques immeubles, j'ai réalisé, parce que là, j'apprenais, mon père les trouvait, les chiffres étaient bons, mais il ne me donnait pas beaucoup d'expertise par rapport à si tu as un bon achat, par rapport à structure. Tu sais, il y avait son inspecteur qui me faisait, tu vois où est-ce que je m'en vais, il y avait son inspecteur qui faisait l'inspection, tout a l'air beau, là, tout est beau, hein? OK. Bon. Donc, j'ai réalisé après qu'il y avait au moins 2 ou 3 des plex que j'avais achetés qui étaient, en gagnant de l'expérience, qui étaient vraiment pas bon. La okay. boîte. Ouais. Au niveau, pas des locataires, mais même là, structure problématique. Puis, j'ai dit à mon père, mais qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Comment tu pourrais m'aider avec ça? Puis, sa réponse était, moi, ma job est faite. Puis, j'étais comme, qu'est-ce que je veux dire? Il dit, mais moi, mon seul job, c'est de te convaincre de l'acheter. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est ma job. Côté immobilier, c'est, je convainc les gens de vendre ou d'acheter. Que ça soit une qualité ou pas, c'est pas mon problème. Ça, c'était son opinion. Ouais. Et là, j'étais comme... Et puis moi, je suis son fils, là. On s'entend, là, comme... Je suis son fils. Je suis pas un client normal. Je suis pas un client comme normal. Il m'a dit ça. Donc là, j'étais déjà dans le domaine hypothécaire, puis j'étais comme... Aïe, écoute, là, c'est un gros problème, ça. Et puis, là, donc là, on va mettre ça de côté, parce que ça a créé un peu une opinion pour moi. Puis là, je fast-forward, puis on fait affaire, nous, avec des centaines de courtiers immobiliers, et... Comme toi, il y en a qui sont incroyables. Ils font un excellent travail. Donc, on va dire ça pour commencer. On va dire excellent travail, good job, vous êtes incroyable. On ne parle pas de vous en ce moment, on vous tasse. OK? Yes. Vous êtes dans votre coin VIP, tout va bien. Prenez votre café maintenant. Pourquoi que, à part ces gens-là, les courtiers immobiliers sont tellement pleins de marde? Bon, on ne va pas généraliser pour commencer, là. Non, mais cette section du courtage. Puis, selon moi, on ne parle pas de comme 3%, 3%, là. On parle de un bon pourcentage. Regarde, moi, je veux dire, tu sais, je gère avec toi aussi. Moi, je gère avec des courtiers immobiliers tous les jours. Tu sais, on fait en moyenne à peu près une transaction par jour, là. OK? Fait que, des courtiers collaborateurs, on en voit. Comme dans tous les métiers, il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est sûr. On va commencer là-dessus. En courtage hypothécaire, on pourrait avoir la même discussion. Bon, puis je les critique sans arrêt. Fait que parlons, on part de ce principe-là. Mais courtier immobilier, moi, là, on va parler de pourcentage. Là. Personnellement, selon toi, je le mets à 25%. Qui sont vraiment un drag. Soupir. Soupir, là. Ah oui, puis quand je vois des noms rentrer sur des promesses d'achat, je suis comme, j'espère qu'il y en a une autre qui rentre parce que c'est pas avec lui que je veux gérer. Là. Mais c'est quand même stressant là, pour des gens qui font 25, 30, 40 000 $ dans une transaction s'ils coupent des deux côtés. Là, c'est comme... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, tu sais, je me dis, le consommateur a le droit de comparer et de choisir avec qui il veut faire affaire. Hein? Oui. S'il décide de faire avec lui, j'imagine c'est parce qu'il trouve quelque chose. Là. Ou est-ce qu'ils ne savent pas les bonnes questions à poser? Peut-être aussi. Sûrement. Ou ils prennent pas le temps de comparer. C'est quoi la solution? Parce que c'est sûr que ce soit dans le courtage hypothécaire dans mon domaine, en planification financière, que ce soit les placements, les assurances, en investissement immobilier, ainsi qu'en courtage immobilier, ce type de personnes-là coûte cher au niveau réputationnel au domaine. Puis aux gens qui font un travail incroyable, qui prennent leur temps, qui sont préparés, comme tu disais, tu étais over-prepared, qui font tout ce travail-là. Tu sais, tu peux faire 1 million d'affaires qui sont incroyables, tu sais, en business, là, puis tu fais une erreur là, qui est une erreur qui cause un problème, puis l'erreur va te suivre. Là. Exact. Tu sais, c'est comme une business, là, elle se construit sur 25 ans, puis elle peut être détruite en 15 minutes là, en faisant quelque chose de ridicule. Puis ces gens-là détruisent le domaine, causent une mauvaise réputation. On a vu des cas dans la presse récemment de boostage de prix, de genre de stratégie que même quand tu lisais l'article, tu te disais, ben voyons, non, qu'est-ce que la personne pensait? C'est même pas comme... Ça fait même pas de sens. Je dois manquer de l'information. It doesn't even make any sense here. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? C'est-tu la formation? Est-ce que l'OASIC doit faire quelque chose? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben moi, je pense, oui, c'est sûr, la formation, là. Que le cours soit peut-être un petit peu plus rigoureux, qu'il y ait plus de temps, plus... Oui,
De l'encadrement par les agences. Peut-être par les agences aussi. Tu sais, en tout cas, j'ai une agence. Ouais. Puis tout le temps, les courtiers, moi, je veux vérifier les promesses d'achat. Hey, montre-moi tes promesses d'achat, je m'assure que tout est correct. Puis appelle-moi avant d'aller à rendez-vous, je m'assure que tu fasses les affaires comme du monde. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui fait ça. Tu sais, il y a beaucoup d'agences à rabais au Québec. C'est pas les mieux encadrés. Exact. T'sais, est-ce que c'est une bonne idée de te lancer là-dedans si tu commences? Je pense pas. Fait que bon, il y a ça. Mais après ça, il y a le consommateur qui doit prendre des décisions réfléchies. Là. Tu vends ta maison. Là, okay? C'est le bien immobilier que tu possèdes. C'est le bien que tu possèdes qui a le plus de valeur. Regarde donc, pose-toi donc plus de questions par rapport à qui t'engage. Si-tu, selon toi, la personne qui est le mieux positionnée pour bien te conseiller, t'assurer d'avoir les meilleures conditions, le meilleur prix, oui, obviously, là, mais les meilleures conditions de vente, est-ce qu'ils comprennent bien ton profil? Si tu veux qu'ils vont t'amener du point A au point Z. Exact. Compare si t'es pas sûr. Prends le temps de réfléchir à ta décision, oui. puis compare les choses que les gens vont se dire. Puis moi, souvent, on a parlé de secteur ferme plus tôt, là. J'ai mes secteurs à moi, puis je vois souvent des outsiders venir, là. Du monde qui sont beaucoup plus loin. C'est parfait. Mais en tant que consommateur, tu devrais te poser des questions, puis de comparer. Puis c'est bien correct si tu engages quelqu'un qui vient de loin parce que tu es en confiance que c'est cette personne-là qui a de plus à t'amener. C'est super. Puis il pourrait apprendre le marché s'il veut, mais ça va prendre plus de préparation. Là, on s'entend, là, quelqu'un qui est dans le secteur, tu connais beaucoup plus le développement urbanisme, tu comprends qu'est-ce qui se passe, le mouvement démographique. Cette personne-là, est-ce que cette personne va vraiment faire les recherches nécessaires pour bien ou peut-être oui. Puis avant la COVID, moi, ce que je remarquais, c'est que les gens, c'était plus dur vendre. Fait qu'ils choisissaient quelqu'un qui avait une bonne réputation, puis qui était du coin. Parce que, il est assuré que ça se passe bien. Parce qu'il est habitué d'en faire. Mais après ça, la COVID arrive. Fait que tu mets une maison à vendre, tu le donnerais à Joe Blow qui fait sa première transaction, il va te la vendre. Là. Tu comprends? Puis qui fait 1 heure de route. Fait que, il y a cette réalité-là qui s'est ajoutée. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est au consommateur de juger, mais il devrait se poser plus de questions. Vraiment. Oui. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu as rencontré des courtiers dans ton équipe, dans ton organisation, ou est-ce que tu t'es dit, écoute, man, ça va pas bien, là, tu peux pas continuer. C'est pas de nom, là, mais juste te dire, écoute, merci, mais... Pas dans mon équipe. Parce que pour vrai, puis tu sais, ma réputation est importante. Puis même dans l'agence, là, tu sais, si ça ne fit pas, ça ne fit pas. Là. Exact. Puis je ne le dirais pas directement de même, mais je pense juste dans les échanges, après ça, il le ressent. Tu vas trouver la solution. Parce qu'il y a des agences qui sont juste là pour juste, OK, viens-t'en. On te ramasse, part ta licence, puis tu sais, Gadou, là, fais ton. Puis moi, je m'en fous, qu'est-ce que tu fais, là. S'il y a une plainte, on va le gérer, là, mais on va juste te charger ton frais fixe, là. Puis, moi, ça ne m'intéresse pas pantoute. Premièrement, parce que ça ne représente pas nos valeurs. Je ne veux pas m'associer à des problèmes potentiels. C'est important, une réputation, tu l'as dit, ça peut passer un claquement de doigts. Exactement. Ce qui est le fun des réseaux sociaux, c'est que souvent, les gens qui viennent vers nous, c'est parce qu'ils m'ont vu, parce qu'ils me suivent, parce qu'ils me connaissent. Fait que souvent, c'est parce qu'ils s'associent à toi. Fait que j'attire, j'attire ce que je dégage. Ouais, c'est ça, exact. Mais j'attire ce que je dégage aussi. Ouais. Fait que ça n'a pas eu à m'arriver. Mais je me suis dit, si ça arrive, qu'est-ce que je ferais? Ça ne m'intéresse pas. Oui. C'est un bon point. Mais on fait des transactions tous les jours. Puis on parle à du monde tous les jours. Puis des fois, c'est mon beau-frère, il écoute immobilier. Je l'aime bien. Écoute, puis il me conte des histoires, des fois, je suis comme... J'ai le goût de te conter une anecdote, moi aussi, juste pour te dire à quel point c'est important de faire attention à qui on choisit. Voilà. Vas-y, on t'écoute. C'est arrivé cette semaine. Go. Okay, j'ai une maison à vendre. Beau petit listing à Joliette. Là. On est en offre multiple dessus. Puis on choisit l'offre la plus avantageuse pour mes clients. L'offre est acceptée. Fantastique. J'envoie la promesse d'achat. Pas moi, mon collègue Guillaume, peu importe. Il envoie la promesse d'achat par courriel. Félicitations, votre offre d'achat est acceptée. Bingo. Le soir, on reçoit un IMO-Contact. C'est un message entre coursiers, OK? Qui est finalement sarcastique, mais comment qu'on pouvait le demander? Parce qu'il n'y aurait pas eu de nouvelles. Mais le message dit quelque chose comme « Merci pour votre belle collaboration. Mes clients sont très satisfaits. » 3 petits points. Là, moi, on lui a envoyé une offre d'achat acceptée un peu plus tôt. Moi, dans ma tête, il est content. Là. Comment il aurait fallu que je devine que c'est sarcastique? Mais c'était sarcastique. Mais c'est ça, 3 points. Parce qu'il n'a pas vu la promesse d'achat qu'on lui a envoyée. Hey, puis je te le jure, qu'on lui a envoyé la promesse d'achat acceptée par courriel. On fait nos suivis pour savoir si c'est rendu au financement. Ouais. On n'a jamais reçu la promesse d'achat acceptée. Hey. Combien de jours plus tard? Là, on faisait nos suivis. Là, on était à mi-délai. Ça faisait mi-délai, donc comment ça va le financement? Puis là, lui, ses clients, ils ont fait une offre sur notre maison. Bateau. T'imagines-tu? On est en offre verbalement, acceptée. Il savait que c'était accepté? Ben oui. Okay, mais puis lui, ça ne tentait pas de rappeler pour dire « Hey, en passant, j'ai pas reçu l'offre d'achat. » Regarde. Tu comprends-tu?
Non, je comprends pas. Mais je comprends pas. Tu sais, ça, c'est une crise qu'on a eu à gérer cette semaine. À cause... Ces clients sont vraiment comme, là, tu as une offre d'achat acceptée, tu as fait une autre offre d'achat acceptée. Comment que... Alors, on avait une offre de deuxième rang, mais quand ça va, là, on avait une offre de deuxième rang, on a passé au prochain. Là. On a acheté la paix, écoute. Ouais, on est dans un marché que tu es capable de faire ça. Imagine dans un marché où est-ce que ça faisait 6 mois que ton client attendait, là, puis là, il y a une offre d'achat acceptée. Ils vont pas sauter sur le deuxième juste de même. Là, ils vont dire non. Too bad, l'offre d'achat est acceptée, vous allez l'avaler. Puis là, les clients ont fait une offre d'achat sur une autre propriété, ils se retrouvent avec 2 offres d'achat acceptées. Puis là, moi, tu sais, j'appelle mon client et je dis hey, ben, le courtier, il avait pas vu la promesse d'achat acceptée. Désolé. Ah non, écoute, tu peux pas faire ça. Fait que moi, je dis aux filles au bureau, imprimez-moi toutes les preuves des communications, la preuve que la promesse d'achat a été envoyée. Il faut que j'aille voir mon client en personne pour lui dire, écoute. Il l'a-tu admis qu'il l'a pas vu? Jamais. Tu sais ce qu'il m'a dit au téléphone? C'est pas toi qui me diras comment travailler avec mes 20 ans d'expérience. Et bateau. Tu sais, quand ils disent ça, là... J'en reviens pas. Non, mais j'ai des histoires comme ça depuis 18 ans, là, que, écoute, là, ça... Puis, t'as-tu fait une plainte? Regarde, Martine Deners. mais est-ce qu'on devrait... on passe au prochain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, si on tu sais, tu parlais d'authenticité, et puis en anglais, on dit ça accountability. If we don't hold people accountable. Tu sais? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse comme plainte? Ben, je sais pas. J'imagine qu'il y a un statut quelque part là, qui dit que tu devrais lire tes courriels pour tes clients. C'est sûr. En fait, en réalité, c'est ses propres clients qui devraient faire une plainte, là, on s'entend. C'est sûr, exact. Donc, pour dire qu'écoute, on aurait pu se ramasser avec 2 offres d'achat acceptées. Oui, puis moi, là où ça m'énerve, des courtiers qui travaillent de cette façon-là. Ça te perd du temps, je comprends, là, parce que tu fais une plainte, après ça... C'est ma réputation aussi. Là, moi, comment j'explique ça à mes clients, à moi? Ouais. Tu sais, je vais chez eux avec les preuves que nous, il faut que j'aille justifier à mes clients que c'est pas de ma faute puis que moi, j'ai bien fait mon travail. T'imagines-tu? C'est écœurant. C'est vraiment écœurant. T'sais? Il faut penser à une solution d'encadrement pour lever la barre. Là. Moi, dans le courtage hypothécaire, je fais des formations, je fais de l'encadrement. Je parle de ça parce que de notre côté aussi, là, il y a de l'incompétence. Là, ça n'a aucun sens. Vous le vivez de votre côté. Il y a le côté, ou même des démarcheurs du côté démarchage aussi. Là, le téléphone, il ne fonctionne plus. Il ne répond plus au téléphone. Ils disparaissent. La préapprobation est bonne. Finalement, elle n'est pas bonne. Ouais. Pourquoi? Ça, c'est le classique. Écoute, quelqu'un m'avait fait une entrevue, ils m'ont demandé, Ryan, c'est quoi, qu'est-ce qui a fait que tu as été capable de monter une organisation avec autant de volume, tout ça? J'ai dit, c'est simple, c'est l'incompétence du marché. Sais-tu combien de clients qu'on ramasse parce qu'ils nous appellent pour dire ma préapprobation, je l'ai faite. Finalement, mon financement n'a pas passé. Pourtant, j'avais une préapprobation. Sur des nuances, là, des fois, c'est des petites affaires de rien que le banquier n'a pas pris le temps de regarder. Mais ça revient que ça revient à faire ton travail comme il faut, faire ton due diligence, être ça d'encadrer le client, être ça de demander les documents, expliquer pourquoi c'est important. Je sais, c'est gossant d'envoyer d'autres documents, je sais, mais ça va t'éviter plein de problèmes. Let's do it right. Après ça, tu vas être bien content. Est-ce que c'est vraiment si compliqué de juste aller chercher l'autre T4, là, de l'envoyer? C'est de la paresse. C'est exact. Puis la paresse humaine, des fois, coûte cher. Absolument. Donc, fait qu'autant dans ton milieu que dans mon milieu aussi. T'sais, moi aussi, c'est de la paresse. La personne, écoute, ça ne pas de regarder ses courriels le vendredi soir. Il est passé tout droit. Donc, sois préparé, sois organisé, sois pas paresseux. Ben là. Puis tu peux avoir du succès. Tu peux avoir du succès comme Martine Demers. Oui. Et comme toi. Merci. Martine, merci d'avoir passé à l'émission. Ça me fait plaisir. Puis j'espère que tu pourras nous revenir une autre fois, un autre épisode, nous conter d'autres histoires sur le courtage immobilier. Yes, ça me ferait plaisir. Et puis. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.